Peut-être que ces photos d'Emmanuel Macron en polo à l'Élysée avec une barbe de 3 jours vont vous faire rire. Peut-être qu'une blague sur la xénophobie d'Éric Zemmour vous arrachera un sourire. Mais un sketch sur la guerre en Ukraine ou une chronique humoristique sur des attentats, est-ce vraiment drôle ? Surtout, à quoi est-ce que ça sert ? À quoi sert l'humour politique ? Est-ce un exutoire, une façon de mieux digérer les mauvaises nouvelles, voire une façon de les accepter ? Est-ce une façon de déclencher ou de contenir les révoltes violentes ? On peut dire que mon invitée du jour est une spécialiste de l'humour. Elle considère que le rire est comme le coquelicot, il pousse dans la boue et l'éclaire d'une petite touche de couleur vive. Charline Vanhoenacker, bonjour. Bonjour Salomé. Alors vous êtes journaliste, chroniqueuse dans la matinale de France Inter et vous animez quotidiennement l'émission Par Jupiter dans la même radio. Aujourd'hui, vous publiez Ovan citoyen, petit essai d'humour politique aux éditions de Noël. Et vous écrivez que le principe de l'humour politique, c'est d'inverser symboliquement le rapport de force et de désacraliser. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je me suis interrogée sur mon métier. Je me suis dit, tiens, on me reproche parfois d'avoir dit une telle chose à un ministre ou une telle chose à un patron et de l'avoir, entre guillemets, peut-être rabaissé. Et souvent, je dois m'expliquer de choses pour lesquelles je suis payée et qui font partie de mon métier, qui sont intrinsèquement mon métier. C'est-à-dire qu'effectivement, l'humour politique, c'est un levier qui inverse les dominations. C'est notamment pour ça qu'on utilise parfois le tutoiement, que je peux dire à Jean-Michel Blanquer. Alors Jean-Mimi, mais Jean-Mimi, t'as encore merdé. Un drapeau par classe, c'est bien pour la déco. Jean-Mi, ça c'est du super taf. T'aurais pu être Valérie Damido. Un coup de vernis, une petite réforme, un coup de vaseline, ça glisse tout seul. Tu coupes les budgets comme à Radio France. Gna gna gna, c'est bien fait. Quand je dis inverser les dominations, moi je vois plutôt ça comme le ramener d'égal à égal. C'est-à-dire à un humain, à un citoyen. Pourquoi est-ce qu'il serait supérieur à moi ? Oui, parce que bon, il est ministre. Mais c'est vraiment un outil. D'ailleurs, ça s'appelle Ovan citoyen. Il y a un côté un petit peu manuel, presque d'autodéfense, parce que je pense que chacun peut le faire, même vis-à-vis de son patron. Si jamais vous êtes convoqué, une petite blague peut et détendre l'atmosphère et remettre tout le monde un peu à niveau. Et en Afrique de l'Ouest, par exemple, c'est ce qu'on appelle le parent à plaisanterie. Sur un marché, un employé peut croiser son patron et lui dire « Hey, toi, mon esclave, là, qu'est-ce que tu fais ?» Et de traiter son patron d'esclave, là, on inverse vraiment la domination. Et je trouve que c'est le meilleur exemple de l'humour qui inverse les choses. Ouais. Alors du coup, est-ce qu'il peut y avoir un humour politique de droite ? Alors, c'est une question que j'ai laissée un petit peu ouverte parce que, évidemment, on me qualifie souvent de humoriste de gauche. Mais je dis, mais si je pratique l'humour politique et que j'inverse la domination, je vais aller chercher le dominant. Donc, le patriarcat, le patron, le ministre, celui qui abuse, celui qui domine, etc. Et donc, je dis, si vous avez envie de vous moquer des chômeurs, des précaires ou des réfugiés qui se noient en Méditerranée, libre à vous. On peut. Alors, est-ce de l'humour de droite ? Je ne sais pas. Mais effectivement, comme l'humour politique inverse les dominations, on s'en prend d'abord aux dominants. Et en particulier, je dirais aux dominants qui ont fauté. C'est-à-dire qu'on est un petit peu, nous, humoristes politiques, soumis à l'agenda médiatique. Et donc, peut-être que j'aurais pas fait une chronique récemment sur Fabien Roussel s'il n'était soupçonné d'emploi fictif et qu'il nous faisait une belle Pénélope en bonnet due forme, visiblement. Et alors, toujours pour rester dans la question de la définition de ce qu'est l'humour politique, l'humour politique, vous expliquez que c'est pas seulement ce qui est politique au sens des ministres, ça peut aller beaucoup plus loin. Finalement, est-ce que tout n'est pas politique ? Oui, parfois culturellement c'est politique. Dès qu'il y a des enjeux financiers, c'est politique. Le sport, c'est politique, vu les enjeux économiques inhérents à tout ça. Oui, il y a beaucoup de choses. On peut considérer que tout est politique. En tout cas, qu'est-ce qui n'est pas de l'humour politique pour comprendre Je me suis interrogée à ce sujet parce qu'il y a plusieurs théories. Je me suis un peu intéressée à ce qui avait été écrit sur l'humour politique. Il y a très 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 peu de choses. C'est pour ça que je me suis permis de tenter mon petit essai à moi. Mais je me disais, est-ce que le pur divertissement, c'est-à-dire si on prend des sketchs de Florence Foresti sur ses enfants ou sur le Raider qui est devenu Twix, etc., ou l'avion de Barbie, je me suis dit, est-ce que c'est apolitique ? D'une certaine manière, ce qui n'est pas politique l'est parce que
parce que si vous vous occupez pas de politique, la politique va s'occuper de vous. Oui, Et si vous allez voir un spectacle qui simplement vous divertit, alors on en a besoin aussi, moi j'aime beaucoup Florence Foresti, mais si on ne regarde que des spectacles qui nous divertissent, on va se détourner de certaines problématiques et donc finalement peut-être que l'humour totalement apolitique l'est au sens où il vide l'espace politique. Alors aujourd'hui, vous intervenez dans ce format d'émission qu'on a lancé sur Blast pour s'interroger justement sur le lien entre journalisme, politique et humour. C'est un petit peu l'objectif. Sulfureux, s'il en est. Et en fait, je trouve votre profil particulièrement intéressant parce que aujourd'hui, vous faites du journalisme satirique. En tout cas, c'est ce qui est écrit à la 4e de couverture. Ouais, c'est ce que j'essaie de me définir comme ça. J'ai un profil très hybride, c'est-à-dire que j'ai véritablement une formation de journaliste, que j'ai exercé comme journaliste politique. J'étais correspondante à Paris pour Le Soir, quotidien de référence en Belgique, et la RTBF, la radio-télévision belge. Et au sein de la RTBF, je pratiquais déjà un peu les deux. J'avais un billet humoristique une fois par semaine. Donc j'ai quand même travaillé pour un média qui a osé, c'est-à-dire m'employer de façon très orthodoxe. Et donc j'ai un profil hybride où j'ai toujours un fond journalistique, mais j'ai viré vers l'humour et je vire de plus en plus vers l'absurde. Et donc, je fais pas de l'enquête comme au Canard enchaîné, mais j'imagine que les gens qui rédigent des brèves au Canard enchaîné, on les appelle journalistes satiriques, donc je pourrais me qualifier comme ça, en fait. Ouais. Mais est-ce que c'est vous qui avez choisi de faire de l'humour parce que vous avez toujours aimé ça ? Et par la force des choses, vous vous êtes mis à parler de politique, ou est-ce que c'est parce que vous traitiez déjà de la politique que vous êtes mise à faire de l'humour parce que c'est drôle? C'est la politique française qui m'y a forcé, figurez-vous. Je me suis rendu compte, la présidentielle 2007, si je me souviens bien, l'affrontement Nicolas Sarkozy-Ségolène Royal, c'était un affrontement qui commençait à être assez caricatural. Il y avait une pipolisation de la vie politique qui a quand même fait un bond énorme. Je pense que c'est l'époque un peu Stéphane Guillon, etc. à France Inter. C'est l'époque où l'humour politique a pris de plus en plus de place à la radio. À ce moment-là, il y a un tournant. Il y a une chercheuse d'ailleurs, une des rares chercheuses sur l'humour politique qui s'appelle Nelly Kemener qui a observé ça. Et là, je me rappelle que je retenais ma plume. Je retenais de pas me marrer parce que l'affrontement Sarkozy-Royal, il y avait parfois un côté tellement caricatural. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, la politique française étant assez caricatural de par son système, c'est-à-dire on attend d'élire le Messie quasiment, il y a une question d'ego, etc. Qu'il n'y a pas en Belgique. Personnalisé. Non, parce qu'on est un État fédéral et on élit, on vote à la proportionnelle. Donc il y a moins ce genre de personnalité. On vote pour un parti. Parfois, on est un petit peu moins emmerdé que vous, surtout en ce moment, surtout quand il n'y a pas d'offre politique. Et donc je me suis dit, comme la politique française est relativement caricaturale, la raconter par la caricature, est-ce que c'est pas finalement approcher davantage une de ses vérités ? On pourrait dire peut-être que je me suis mise plus ou moins à son niveau, c'est-à-dire que la caricature, c'est du journalisme aussi. Les caricaturistes de presse ont une carte de presse. Et moi, je considère que quand on ouvre Le Parisien, qu'il y a le petit dessin de Rançon, ou qu'on regarde Le Monde et qu'il y a le dessin de Cartooning for Peace, ça c'est un peu mon espace à la radio. C'est-à-dire qu'il y a de l'info, on est dans la matinale, etc. Et puis à un moment, il y a il y a la caricature, c'est mon petit espace à moi. Ouais. En tout cas, vous ne parlez pas que de politique au sens des politiciens, vous parlez de nombreux sujets de société. L'ubérisation de la société, c'est évidemment politique. C'est-à-dire que là, pendant qu'on regarde la campagne et qu'on était focalisé sur l'identité avant la guerre, on oubliait que l'ubérisation touche jusqu'aux femmes de ménage maintenant. C'est-à-dire que d'un index dédaigneux, je peux maintenant commander une femme de ménage qui arrive sur son scooter avec son balai, son truc, puis dire « j'ai laissé la fenêtre ouverte, la poussière est partie. » Donc hop, je la renvoie chez elle. Et donc, ça, c'est éminemment politique. Ouais. Mais vous réagissez tous les matins sur France Inter. C'est un exercice qui est extrêmement difficile, non ? Parce qu'il faut réagir du jour au lendemain comme ça sur de l'actualité qui est très chaude et parfois qui est quand même difficile. Ouais. Vous l'évoquez, vous. Je dirais que la difficulté, je suis pas à l'usine et je fais pas des opérations à cœur ouvert, mais donc la difficulté, il y a un côté création.
C'est-à-dire par rapport au journalisme, où on va s'approcher des faits, chercher les faits, etc. Là, il y a en plus, je dois les rendre un peu fun, un peu rigolo, offrir une lecture alternative du monde. Et donc, il y a un peu la peur de la page blanche, ça c'est sûr. Ça arrive parfois ? Oui, bien sûr, ça arrive. C'est pour ça que je travaille aussi avec des co-auteurs, parce que ça peut arriver très régulièrement. Et puis, j'ai une grosse production avec en plus l'émission, donc j'ai besoin d'aide et qu'on se parle beaucoup et qu'il y ait des idées qui jaillissent et qu'il y ait plusieurs idées. Ensuite, je pense que c'est la même difficulté que la vôtre, c'est d'essayer de trouver le bon sujet, le bon jour, que ça résonne avec la préoccupation du moment, mais sans non plus avoir le nez complètement dans le guidon et éviter d'occulter des choses plus importantes qui se passeraient à côté et qu'on nous aurait pas montrées. En tout cas, moi je trouve que la difficulté supplémentaire de votre métier, c'est qu'il faut faire rire sur des sujets qui sont parfois très difficiles. Ce matin, c'était sur la vente d'armes russes, quoi. Donc en pleine guerre, c'est quand même un sujet un petit peu lourd. Et j'aimerais qu'on réécoute cette chronique que vous évoquez dans votre livre que vous avez réalisé au lendemain des attentats à Bruxelles. Le savoir et les mots, c'est ce qui nous différencie des imbéciles. Et à ce propos, le terroriste manque terriblement de panache. Ces types n'ont rien en dessous de la ceinture, rien au-dessus de la ceinture. Tu te demandes comment ils font pour l'accrocher. C'est donc bien qu'elle est tenue par le vide, ce vide qu'elle grée tout autour de soi. Le terrorisme manque terriblement de panache. Avant, dans les aéroports, les types prenaient la peine de monter à bord de l'avion. Maintenant, ils se font péter avant. Voilà comment nous sommes passés de « je suis en terrasse » à « je suis au check-in ». Tout va plus vite. La sécurité avait pourtant été renforcée. Rappelez-vous, le lendemain du 13 novembre, à Bruxelles, même les moules étaient restés fermés. Et partout où elle allait, on demandait à Tata Yo-Yo « mais qu'est-ce que t'as sous ton grand chapeau ?» Comment est-ce qu'on trouve la force d'écrire après un drame pareil, sur un sujet pareil ? Là, c'est vraiment la pire difficulté, c'est certain. C'est-à-dire que quand il arrive vraiment un tel drame, on est dans un état, comme tout le monde, de sidération. Et la blague, elle ne peut pas se faire en état de sidération, parce que l'humour, ça demande du recul. L'émotion ne permet pas le recul. Si vous traitez d'un sujet qui vous touche vraiment de trop près, vous n'arriverez pas à faire rire, je pense. Donc là, c'est un gros boulot de presque sortir de soi et de regarder les choses, de dire mais comment... Alors, on cherche pas à faire rire et à se taper sur la cuisse, parce que personne n'en aura envie. C'est juste histoire de dire, écoutez, on va mettre de la distance, la vie continue, et on va essayer de mettre d'autres mots sur ce qui vient de nous arriver. Je pense que celui qui en parle le mieux, c'est Romain Gary dans La promesse de l'aube, et qui dit l'humour démine le réel, et il est une affirmation de la dignité de l'homme et de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. C'est-à-dire que tant qu'on arrive à ne fût-ce faire un petit peu d'ironie ou de parler d'une chose en mettant des mots un peu ironiques sur un fait ou un drame, ça veut dire qu'on n'est pas complètement à terre encore. Et voilà, et je pense que Gary, la fin tragique, il a fini avec une balle dans le ciboulot, c'est le jour où il a plus pu avoir ce recul. Donc cette phrase, et quand on connaît la manière dont Gary a terminé, cette phrase est dingue, je trouve. En tout cas, ça me semble être une des grandes difficultés de votre métier. En tout cas, c'est impressionnant. Ouais, c'est pas les matinées les plus rigolotes. Hein, ouais. Et une des deuxièmes difficultés, je trouve, ça réside dans l'affrontement que vous avez parfois avec certains politiques, certains responsables politiques, puisque vous faites votre chronique, parfois ils sont présents. Ils sont en face de vous, et vous êtes en train de littéralement... J'adore ça. J'adore ça. Je demande toujours, est-ce que je peux jouer avec ? Je l'abîmerai pas, je vous le rends tout propre. Et en 2017, France 2, vous avez embauché pour pousser ça encore plus loin. Et j'aimerais qu'on revisionne cette chronique que vous avez effectuée face à François Fillon. Vous prenez une politique thatchérienne, mais vous dites aussi « j'ai le bon sens d'un paysan sartois ». Eh oui, François Fillon, c'est une manne fer dans un pot de rillettes. Si, parce que 500 000 postes de fonctionnaires en moins, ça va devenir de plus en plus compliqué de faire baisser le chômage. Hein. Et je parle pas du reste des propositions, dont la suppression des régimes spéciaux de retraite. On dirait que vous êtes nostalgique des grandes grèves. Donc, si j'ai vu votre œil briller en évoquant 2003, c'est quand même pas pour ça que vous voulez revenir au pouvoir, dites-moi. Hein. Non, parce que vous avez été Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Ça doit vous faire un tel paquet de points pénibilité, ça que vous pourriez déjà être à la retraite. Hein. J'ai beaucoup de respect pour Charline, je la trouve très drôle. Si j'avais envie de l'écouter, j'irais dans un de ses spectacles. Je suis pas totalement convaincu que ce soit parfaitement approprié de conclure
une émission politique C'est votre droit de le dire. où on parle de sujets qui sont quand même des sujets qui sont tous très difficiles. D'ailleurs, elle l'a souligné elle-même de cette manière, mais c'est juste ma vision des choses. Alors, on voit que François Fillon n'apprécie pas votre chronique. Il est clairement Mais apprécie-t-il très agacé. Apprécie-t-il l'humour? A-t-il déjà ri un jour dans sa vie, sauf le jour où il s'est coincé une couille ou qu'il s'est brûlé? On ne sait pas. On n'a pas la... Non, mais en plus, c'est hyper dur comme exercice parce que vous écrivez pendant le... Oui. le- Alors, je prépare 2-3 choses quand même au cas où, parce que la peur de la page blanche. Donc, j'écrivais pendant l'émission, mais je préparais 2-3 choses prévisibles. Et puis après, je regardais depuis ma loge l'émission et puis je complétais mon texte. Et donc, j'arrivais avec un texte que personne n'avait relu avant. Ce qu'il faut dire... La pression. C'est la pression, mais surtout, c'est une marque de confiance parce que je pense qu'aujourd'hui, à la télévision, et même... C'est rare. Voilà, c'est très, très rare. Moi, en radio, personne ne relit mon texte. Et là, personne ne l'avait relu non plus. Et je peux vous dire que c'est très, très, très rare. Donc, ouais. Mais c'est quand même, voilà, vous êtes face à des responsables politiques, peut-être le futur président ou la future présidente. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas peur avant d'y aller? Ou Si comment on y vous va avez peur, faut pas y aller parce que vous pouvez pas être léger et faire rire si vous avez peur. Donc, moi, j'y vais de façon insouciante. Je me dis, c'est François Fillon et alors? Ah ouais, il n'y a pas de... Non, ça de m'amuse stress en fait. particulier. Mais non, mais je pense que j'ai un côté un peu jouissif à lui dire on t'a vu, tu as fait ça. Et puis- C'est quand même, j'ai envie de dire un mec. Donc déjà rien qu'en disant un mec, en parlant d'un responsable politique, hop, on le remet au niveau de tout le monde. C'est quand même un mec qui, pendant un reportage justement de France 2, se baladait avec des infirmières à l'hôpital et disait, écoutez mesdames, pardon, mais vous créez de la dette. Je ne pouvais pas faire 39 heures hebdomadaires. Non, c'est pas possible. Et qu'en pensez-vous? L'épuisement déjà en travaillant de nuit. Je pense simplement que partout autour de nous, on est à 39 heures. Voilà. Ce qu'on a besoin, c'est des moyens humains. Oui, mais il faut le payer, madame. Mais oui, donc Avec- on attend de votre part. Il faut... Que je fasse de la dette supplémentaire. Donc à partir de ce moment-là, quel respect je peux avoir je le respecte, c'est pas ça, je respecte tout le monde. Je vais pas avoir une déférence envers lui, Oui. quoi. Il y a quand Et même- donc ça m'amuse beaucoup de rappeler les fautes, d'asticoter, de houspiller. Ça m'amuse énormément. C'est un jeu. Il faut le prendre comme un jeu, en fait. Mais il y a quand même ce truc de l'image publique où vous êtes devant des millions de téléspectateurs. Ouais. Et est-ce que vous n'avez pas peur de ne pas être drôle, tout simplement, parfois? Bon, ça arrive. Ils vous accusent régulièrement de ça, les gens. Oui, de toute façon, contre qui l'humour vous est allez. subjectif. Donc, déjà, sur ce plateau, il y avait que des soutiens de François Fillon. Donc, j'arrive sur un plateau où je sais que personne ne va rire et que potentiellement tout le monde me déteste. Ouais, ça mais m'amuse. c'est dur. Mais ça m'amuse aussi. Je me dis, c'est pas grave. Il y a des gens qui, si moi je me suis amusée en l'écrivant, il y aura bien 2-3 personnes que ça va faire rire. On sait jamais. Donc, je sais que je vais arriver en milieu hostile. Je sais que ça va pas forcément rigoler et c'est pas un problème. Je veux dire, je pense que celui qui risque le plus gros, c'est pas moi, c'est lui, c'est l'image médiatique. C'est amusant. Il y a Jean-Pierre Chevènement. Attention, je vais citer Jean-Pierre Chevènement. Lors du procès contre l'entarteur Noël Godin, a admis au tribunal, a dit, mais écoutez, l'image médiatique, c'est tout ce que possède l'homme politique. C'est ce qu'il a dit. Oui. Ce que j'ai écrit je rappelais dans mon livre. Et donc, celui qui joue gros, c'est celui qui met en jeu son image médiatique. Et moi, je m'en prends qu'à l'image médiatique. C'est-à-dire que je m'appuie pour faire de l'humour sur les référents communs. Donc, par exemple, si je veux me moquer de Christiane Taubira aujourd'hui, le référent commun, c'est que elle a un peu torpillé la candidature et la campagne de Lionel Jospin. Ça va rester. Donc, je m'appuie là-dessus. Après, ça peut aller sur des terrains plus... Alors, c'est toujours la question personnelle ou pas, mais Gérald Darmanin, par exemple, vous aviez fait référence à ces... Ah oui, ces casseroles judiciaires, oui. Voilà. Ce soupçon qui pesait sur lui à l'époque. C'est ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Soupçon de... Oui, bien sûr. Mais là, on pourrait dire que c'est des comportements dans la sphère privée, par exemple. Alors, je ne fais pas de blague si ça ne concerne que la sphère privée. À partir du moment où il est soupçonné d'agression, que quelqu'un est soupçonné d'agression sexuelle, de viol, Il y a une etc. plainte, Mais à tel point que finalement il y a eu non-lieu, etc. Donc ça veut dire que la justice s'est emparée du dossier. Moi, je me permets de faire une vanne là-dessus et de lui remettre dans la figure cela, qui est tout le monde a bien conscience quand il voit. Enfin, aujourd'hui, quand on voit Gérald Darmanin,
quelle femme ne voit pas derrière lui ce qui potentiellement il a pu faire. C'est difficile. Donc malheureusement, c'est une étiquette ou une tâche, ou appelez-le comme vous voulez, qui restera. C'est un référent commun. Regarde, il fait son gêné. Mais oui, mais enfin... Qu'est-ce qui te tracasse, Gégé? T'as des casseroles à nous avouer? Bah non, la plainte pour viol. Non-lieu? L'abus de faiblesse. Classé sans suite? Bah donc c'est bon, fonce, mon gars. On est avec toi, et pour tous ces petits conseils, on va pas être vache. Comme t'es encore au compte public, on te fait un rabais. Tu nous files 200 boules de la main à la main. Ça nous paye le resto, on est quitte. Donc je m'acharne pas. C'est-à-dire si je l'ai fait une fois, ça a beaucoup marqué. Je vais pas le refaire. Voilà. Après, je trouve... la dernière fois qu'il est venu, il est revenu après longtemps parce que ça avait visiblement beaucoup marqué. Il est revenu et j'ai traité d'un tout autre sujet. J'ai traité du sujet de cette tenniswoman en Chine qui avait disparu parce que elle avait expliqué qu'elle avait été violée par un haut dignitaire chinois. Donc j'ai fait un tout autre sujet qui n'avait absolument rien à voir avec une potentielle agression sexuelle et un homme politique. Vraiment, ça, j'ai fait un tout autre sujet et tout le monde était très à l'aise. Voilà. Alors, il y en a qui sont crispés, il y en a qui disent que vous n'êtes pas drôle. Souvent, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on vous mais ça, je remet... l'accepte totalement. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il leur reste que ça pour réagir. Et puis, il y en a qui menacent de ne plus jamais revenir sur France Inter. Ah ouais, c'est comme terrible. Notamment Richard Ferrand. On va écouter la chronique. Jeune socialiste, à gauche de la gauche, puis à droite de la gauche, puis à gauche de la droite. Nous, on adore, on nous c'est adore, pareil, on va où le vent nous porte, on est libre, on est libre, on a la même veste qu'Aurore Berger. Et un parcours comme le tien, je vais te dire, ça impose le respect. Oui, et on espère que le respect est mutuel. Non, elle parle pas des mutuelles. Bah quoi? Non, mais rapport aux mutuelles de Bretagne, on parle pas de ça. Ça va, il a pas fait construire une mezzanine aux mutuelles. Non, mais je te dis, arrête, non, mais ça va, il a juste fait un petit cadeau à sa femme. C'est un gentleman, Richard. Oui. C'est pour ça qu'on l'aime, c'est la famille. Oui, c'est vrai qu'il est très famille. C'est vrai que Richard, t'avais employé ton fils comme assistant parlementaire. Parce que la famille, c'est important. Oui, Richard, c'est François Fillon, mais en plus malin. Oh oui, Richard, fais-moi un abus de bien social, Richard. Catherine. Et alors, ce que vous écrivez dans le livre, c'est qu'il a fait un scandale en sortant et il a dit qu'il ne reviendrait plus jamais sur France Inter. Oui, il a eu un petit coup de sang. Voilà. Est-ce que vous Et 3 semaines après, on Ouais. l'invite et il dit oui, rappelez-moi l'audience, 2 300 000. Oui, non, je vais revenir. Non, je vais revenir. Donc en fait, généralement, il... Oui, évidemment qu'ils reviennent. Ils vont pas se couper de. Et puis là, franchement, vous avez vu le passage, ça valait quand même pas de sortir. Mais votre audience, c'est ce qui vous protège finalement. Probablement. Oui, probablement. Et est-ce que Et vraiment, la direction de France Inter qui défend pied à pied la liberté d'expression quand même. Je dois dire que là, les rares fois où j'ai eu une discussion éditoriale, appelez ça comme ça. Les rares fois, elles sont dans le bouquin. Vous n'êtes pas censuré, mais quand même, parfois, on vous convoque pas, mais on vous demande de venir pour une discussion éditoriale ou pour sur un point de rentrée. Oui, c'est ça. Voilà, on me dit mais Charline, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas allé un peu trop fort parce que la situation était un peu tendue? Et puis moi, j'argumente, quoi. Et donc, mais à force de discussion éditoriale, je me suis posé beaucoup de questions sur mon métier et toutes ces réflexions, j'essaie de trouver les réponses et je les explique maintenant. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise pour expliquer mon métier, qui était l'humour politique est toujours jugé suspect. On vous suspecte de plein de choses. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, on me suspectait d'être éditorialiste déguisé. Au bout de 10 ans, ce mot-là, éditorialiste, a complètement disparu au profit de humoriste idéologue, humoriste de gauche, bras armé de la bien-pensance, dictature du rire. Je me suis dit, en 10 ans, il y a eu un glissement tellement phénoménal. C'est important de se poser la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, une des raisons, c'est qu'il y a peu de littérature scientifique sur l'humour politique et universitaire. Et deuxièmement, ça fait 10 ans que beaucoup, je dirais la plupart des journalistes posent toujours la même question. Peut-on rire de tout? Quelles sont les limites? Est-ce que rire pour une femme, c'est séduire? Est-ce qu'il est sympa, Guillaume Meurice? Est-ce que rire pour une femme? Attendez, deux dernières questions. Est-ce que rire pour une femme, c'est séduire? On m'a déjà demandé ça. Donc, en posant ces questions-là qui restent en surface ou en posant cette fameuse question, peut-on rire de tout? Ça fait 30 ans qu'on répond à cette question, voilà. On tourne toujours autour des mêmes choses et on va pas de façon approfondie. On considère l'humour comme une sous-culture. Ok, c'est une culture populaire, tout le monde le pratique, c'est une sous-culture. Sauf que c'est un miroir de la société et qu'il innerve tellement tout et que parfois on nous soupçonne de troubler l'ordre public presque en fait. Donc il y a un moment, on nous fait porter à nous humoristes une responsabilité qui est énorme vis-à-vis de l'impact qu'on a. On n'influence personne. On n'a pas pour but on influence celui qui a envie d'être influencé et donc il était vachement influençable. On a accusé par exemple les Guignols d'avoir influencé l'élection présidentielle à l'époque. Ouais, oui, alors ça doit être un cas d'école. Est-ce
que les votants, est-ce que le peuple français se fait influencer à ce point Par l'humour. par une marionnette en latex? Moi, j'ai encore un peu de doute, mais encore un peu de doute. En tout cas, quand vous recevez ce type de convocation, qui n'est pas une convocation, mais quand même un peu une convocation, est-ce que vous n'avez pas un petit coup de pression quand même? Pression, non, mais je me dis, je vais devoir m'expliquer, alors que vraiment, dans tout ce que j'ai écrit, pour moi, il n'y a rien qui franchit une limite ou qui n'était pas approprié. Donc c'est vrai que quand j'ai une discussion éditoriale, j'y vais pas avec joie et allégresse, parce que je me dis, je vais devoir expliquer en réalité ce pourquoi on m'a engagée. Et avant de vraiment me pencher sérieusement sur la question de l'humour politique et tenter de faire un essai, j'avais une manière intuitive d'en parler, donc je me défendais mal. Aujourd'hui, je pense que je suis plus à même d'argumenter, ce qui m'a même permis d'argumenter face à la présidente de Radio France, qui a été d'une très bonne oreille et qui, je pense, aussi avait besoin de définition et d'arguments pour elle-même pouvoir nous défendre aussi, quoi. Faut reconnaître que Radio France... Et quand vous dites vous défendre, moi c'est ça que je trouve intéressant, c'est vous défendre auprès de qui? Il y a des coups de fil de l'Élysée, de Matignon? Alors ça, j'ignore, parce qu'on est tellement bien défendus et protégés que pour éviter toute pression, j'ignore complètement à quelle fréquence il y a des coups de fil et de la part de qui. Et ça depuis toujours. Parce que c'est un vrai problème quand même en démocratie. Je sais qu'il doit y en avoir des petits coups de... Oui, c'est certain qu'il doit y avoir quelques coups de fil, ou politiques, ou je sais pas, ou de patrons de médias, ou de choses comme ça. Et donc... mais se défendre, parce que aujourd'hui, je pense que l'extrême droite, surtout côté Zemmour, a tenté, et je pense pas qu'il ait complètement réussi, mais tenté d'importer ce qu'on appelle la guerre culturelle. Et la guerre culturelle telle qu'elle sévit aux États-Unis, avec Fox News, avec Trump, etc., ce que c'est de reproduire Zemmour en faisant un copier-coller. Un grand terrain d'affrontement, c'est la satire. C'est-à-dire les late shows, etc., est vraiment un terrain d'affrontement de cette guerre culturelle. Donc, il y a une guerre artificielle où CNews, etc., se plaît, ou Pascal Praud se plaisent à s'en prendre aux humoristes. Et moi, je dis, OK, faisons paratonnerre, parce que si vous vous en prenez à nous, humoristes, c'est que le travail journalistique du média pour lequel je travaille est irréprochable. Et comme la rédaction est irréprochable, vous ne pouvez pas attaquer ce que fait la rédaction, etc., et les enquêtes qui sont menées, les reportages. Donc très bien, moi je veux bien faire paratonnerre, lâchez-vous sur nous, on a l'habitude, et nous on vous le rend bien. Et là-dedans, c'est quand même qu'une mise en scène, quoi. Je veux dire, quand Pascal Praud fait son show, et que l'extrême droite nous attaque sur l'humour, franchement, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à attaquer que l'humour on est des petits blaguistes, des petits fonctionnaires blaguistes, si vous voulez. C'est pas bien méchant. Donc. Justement, c'est ce que vous dites. En tout cas, c'est votre conception de l'humour, c'est qu'il n'est pas dangereux politiquement, voire il permet même de contenir la colère, il permet même d'accepter certains événements, certaines décisions politiques. Vous revenez notamment sur le premier confinement, sur les débuts de la pandémie, et vous considérez avoir participé à faire accepter ces règles qui sont extrêmement contraignantes. Vous écrivez, il peut donc arriver que l'humoriste, même le plus mordant, devienne l'idiot utile du pouvoir. Vous avez cette impression parfois? Parfois, bien sûr, oui. Ne fût-ce que parce que quand on fait une chronique le matin, et qu'on est face à un politique, je sais pas, qui aurait tapé dans la caisse, etc. Je pense que s'il y avait pas quelqu'un qui se moque de lui ouvertement et devant l'homme politique, et qu'il y avait pas cette canalisation de la colère, je pense qu'il y avait vachement plus de gens dans la rue qui foutraient des tartes aux politiques. Dans ce sens-là, je pense qu'on les aide un petit peu. Nous, on sert de paratonnerre un peu parfois. C'est-à-dire que la canalisation de cette colère, c'est nous qui l'opérons. Le premier confinement, on a tous été un peu l'idiot utile, c'est-à-dire qu'on a tous accepté d'être enfermés, la privation de liberté, etc. Pour la santé publique, il n'y a pas de problème, mais on l'a tous fait en se partageant des caricatures, des vidéos, on a eu besoin de ça pour surmonter, c'est la phrase de Romain Gary, quoi, pour surmonter le réel et prendre une distance avec. On a beaucoup ri, donc on a tous participé à ça. Je m'en suis rendu compte en lisant un ouvrage qui expliquait que pendant la Seconde Guerre mondiale, au Canada, les Canadiens remettaient beaucoup en question l'effort de guerre. En disant, mais nous, les Canadiens, on fait un effort de guerre pour l'Europe. Et il y avait un journal satirique qui se moquait beaucoup de la guerre et de l'effort de guerre des Canadiens. Et donc, les Canadiens, en riant et en se moquant de ça, ont
un peu plus accepté l'effort de guerre. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce qu'à un moment, moi, j'ai aussi, à petite échelle, participé à ça? Oui, l'humour est parfois un peu l'idiot utile du pouvoir, c'est sûr. Et ça vous dérange pas? Je pense qu'il a beaucoup plus de vertus. Je pense que le côté idiot utile du pouvoir, si c'est 5%, 95%, ça reste un surveillant démocratique, ça reste inverser les dominations, ça reste avoir des vertus pédagogiques. Moi, je vois plein d'enfants et d'adolescents qui me disent je rigole et tout, et qui s'intéressent à la politique. Enfin, moi, je suis venue à la politique française par les Guignols. Je me suis dit, tiens, ça a l'air marrant, la politique française. Et puis, je me suis intéressée vraiment. Puis, je suis devenue journaliste politique. Je pense qu'il y a des vertus pédagogiques. Et alors là, j'imagine que Becbédé ou Finkielkraut diraient, mais bien sûr, confions l'éducation de nos enfants aux humoristes, allons-y. Si vous voulez vivre dans un état terroriste de la rigolade, c'est le meilleur moyen. Mais alors, vous dites justement que vous êtes dans une approche très humoristique qui a une utilité démocratique. Il y a eu une époque où vous aviez un ton peut-être beaucoup moins humoristique, il y a quelques années. Ouais. Et vous vous étiez fait remarquer dans le bus de la campagne de François Hollande, où vous aviez produit c'était un billet sur un blog. C'était un billet de blog, oui, exactement. Où vous dénonciez la connivence entre les journalistes politiques français et les responsables politiques, et vous décrivez en fait les conditions de cette espèce de syndrome de Stockholm quasiment qui naît entre c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes journalistes qui suivent le même candidat pour tenter d'avoir les offs, etc. Et donc j'avais remarqué que oui, il y avait une espèce de petit syndrome de Stockholm, parce que c'est-à-dire que si le candidat que vous suivez finit à l'Élysée, vous serez accrédité à l'Élysée. Donc à vous l'ordre de la République, à vous d'approcher le pouvoir le plus suprême. Quoique je pense qu'il est vachement économique et c'est les GAFAM, on va dire, mais on est d'accord. Et j'avais entendu, si Hollande est élu, j'ai regardé le premier voyage, super, c'est Chicago, le G8, à nous le champagne et tout. J'avais entendu ça. Sans doute un petit moment d'emballement qui est tout à fait humain. Mais quand même, je me suis dit, il y a quand même un côté pervers à ce système de toujours suivre. Mais c'est grave. Démocratiquement, c'est grave. Moi, en tant que journaliste, je trouve ça grave, ce que vous décrivez dans ce billet. Je trouve ça pas très sain. Je trouve pas ça pas très sain, ouais. Et je pense que dans le milieu journalistique, ça se savait, mais que ça se disait pas trop parce que tout le monde a plus ou moins des potes, voilà. Donc moi, je vous trouve très sympathique. J'ai pas envie de vous causer de problèmes. Vous faites très bien votre travail en plus, donc j'aurais pas besoin de vous. Mais c'est-à-dire que on finit par avoir des potes dans le milieu journalistique. Et moi, à l'époque, j'étais correspondante à Paris. C'est ça qui vous a permis. J'avais quasiment pas de potes, ou simplement des connaissances qui ont été un petit peu chiffonnées d'ailleurs de ça. Mais donc, j'étais extrêmement libre de dire, là, le système fonctionne pas parce que ça se passe comme ça. Et donc, tout le monde a fait mine de tomber de sa chaise. Il y a eu une dépêche AFP, comme si on ne savait pas que ça existait. Mais on attendait une Belge qui n'avait pas d'amis dans le milieu pour dire ce que tout le monde pensait tout bas, en réalité. Mais ça a fait un tollé. Ah ouais, c'est comme si j'avais inventé l'eau chaude ce jour-là. C'était très marrant. Mais est-ce que ça vous manque pas de faire ce type de contenu un peu plus sérieux, en tout cas sur un ton plus sérieux? Pour l'instant, non, parce que je m'amuse énormément et j'ai l'impression que je peux dire beaucoup plus de choses. C'est-à-dire ce qui me manque, c'est peut-être le côté terrain, investigation, enfin vraiment le cœur du métier, d'aller en reportage, de donner la parole aux gens qui n'ont pas, etc. Oui, ça reste je pense que j'y reviendrai un jour. Parce que j'ai ça en moi. Je pense que j'avais atteint un peu les limites journalistiquement, surtout en tant que correspondante, parce qu'en tant que correspondante, vous devez tout recontextualiser tout le temps. Donc, si vous avez 1 minute 20 de billets radiophoniques pour raconter un fait d'actualité, déjà, il y a la moitié qui est consacrée à recontextualiser. Donc, je me sentais un peu coincée. Et là, je pense qu'avec l'humour et le fait d'avoir les politiques en face, etc., j'ai parfois le sentiment de dire beaucoup plus de choses qu'en restant dans l'orthodoxie journalistique. En tout cas, à l'époque, vous dénonciez cette proximité avec les hommes et les femmes politiques. Aujourd'hui, ça fait des années que vous êtes sur le service public, que vous croisez des politiques littéralement tous les jours. Ouais. Est-ce que vous avez conservé cette même distance? Étanchéité totale. C'est-à-dire que vous n'allez pas manger avec... Ah non, alors jamais. Certainement pas. J'ai eu des propositions de certains hommes politiques pour se voir, ou pour participer à un événement, ou pour faire un petit billet lors de, je sais pas quel... Systématiquement non. Et c'est tellement hermétique que lorsque on sort du studio,
Naturellement, ils vont vers la sortie et moi, je retourne vers mon bureau et je ne les croise pas, je leur serre pas la main. S'il y en a un qui entame la conversation, je réponds au second degré pour botter en touche. Par exemple, c'est le cas avec Bruno Retailleau, où là, je me suis amusée, je me suis permis d'imaginer une idylle entre nous, parce que le fait d'imaginer une idylle, c'est un axe de renversement des dominations. C'est-à-dire de jouer de l'intime, en inventant les choses, bien sûr, de jouer de l'intime avec un homme politique, c'est le remettre à sa condition d'homme, de lambda, en fait. Et donc, ça m'amusait beaucoup parce qu'on peut pas me soupçonner d'être de droite tendance villiériste. Et donc, je pense qu'avec Retailleau, je pouvais me permettre, surtout qu'il vient assez régulièrement, ce qui m'empêche pas de lui envoyer des taquets, hein, mais j'enrobe tout ça dans une pseudo-connivence, mais j'en ai aucune. Et si on sort du studio et qu'il me fait genre un clin d'œil, etc., je lui réponds au second degré, Bruno, je te rappelle, ce soir, c'est toi qui sors le chien. Et puis je m'en vais. Mais c'est vraiment ma seule discussion. Et pour vous, ça, c'est indispensable, cette distance. Ah oui. Pour faire de l'humour politique. Ah oui, bien sûr. Mais même, en réalité, même pour le journalisme, il faudrait. Parce que on a très vite fait, moi qui tombe très vite en empathie, on a très vite fait de trouver quelqu'un un peu sympathique, de lui trouver des excuses, de se dire, enfin, je trouve que c'est difficile d'être allé déjeuner avec quelqu'un ou d'avoir discuté 10 minutes et peut-être cette personne va vous parler de ses enfants ou de, je sais pas, de sa vie. Et puis de se retrouver devant et d'y aller, il y a une forme d'hypocrisie. Non, je préfère, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et je fonctionnerai toujours comme ça et j'ai pas tellement ils sont pas si passionnants, hein. Je veux dire, vraiment, s'ils étaient intéressants, je veux dire, s'ils avaient des choses intéressantes à raconter, je perdrais quelque chose à discuter avec eux, ce serait dommage. J'ai pas tellement l'impression que ce soit le cas, malheureusement. Alors, dans l'ensemble, vous l'avez dit, l'humour vous permet de dénoncer finalement certaines choses, ou en tout cas de souligner certains travers. Souligner. Généralement, c'est pas moi qui les dénonce, vraiment, c'est les journalistes. Je me base sur un travail journalistique. Là, voilà, Roussel, c'était Mediapart qui l'avait révélé. Ce matin, les armes françaises, c'est disclose. Voilà, oui. Moi, je révèle rien, mais je m'appuie sur les révélations et le travail journalistique. Ouais. Et donc, les faits que vous traitez, ils sont quand même graves. Je veux dire, c'est des choses qui mettent en danger notre démocratie, qui, dans le cas de... J'en sais rien, là, ça parle d'abus sexuels dans certains cas. C'est des sujets qui sont éminemment sérieux, éminemment révoltants par certains aspects. Est-ce que vous avez toujours cette distance qui vous permet d'être tranquille par rapport à ça, ou est-ce qu'au fond, vous êtes un peu révolté ou en colère oui, bien sûr. Tout ce que vous traitez? En réalité, je pense que je suis la première à bénéficier de la vertu de l'humour politique. C'est-à-dire que si j'avais pas cette possibilité d'écrire des billets et de faire de l'humour, potentiellement, j'aurais pu virer Black Bloc. Ah ouais. Alors celle-là... Et vraiment, il vaut mieux que je vous casse les oreilles tous les matins plutôt que je pète des vitrines. Ce sera coupé, sorti de son contexte. Et comme ça, maintenant, exactement. Comme ça, on pourra en dire, non seulement elle est humoriste de gauche, idéologue, bras armé de la bien-pensance, mais en plus, elle pratique de l'humour Black Bloc. Elle fait de l'humour qui pète les vitrines. Il faut renouveler un peu le registre. Je pense qu'ils vont pas assez loin. Ils sont un peu timorés en face. Finalement, j'aimerais bien l'aborder quand même un petit peu. On en parlait hors antenne sur le fait que vous pouvez subir c'est pas une forme de harcèlement, c'est un harcèlement concret de la part de tous ceux dont vous attaquez les intérêts. En fait, c'est ça auquel vous touchez. Sur les réseaux sociaux notamment, ça peut être très violent. Vous me disiez que vous êtes complètement habitué en fait. Je suis un peu vaccinée, ouais. Déjà, j'ai conscience que l'humour que je pratique divise. Que le jour où on peut prendre un exemple, un auditeur lambda qui rigole plus ou moins, tiens, ce matin je me suis attaqué à François Bayrou, ça va le faire rire, et puis ce matin Anne Hidalgo, et puis l'ubérisation de la société, va rire tous les jours, et puis je vais faire un truc sur la chasse. Et il se trouve que Jean-Claude est chasseur. Et là, ça va plus du tout le faire rire. Et il va dire, maintenant, je l'écouterai plus. Dès qu'on touche au sacré, et le sacré ne veut pas simplement dire Dieu. Vous avez certainement quelque chose de sacré qui est vos convictions, votre vocation journalistique, la volonté d'interroger les faits, etc. Quelque chose de sacré pour vous. Si je commence à me foutre de la gueule des faits et des journalistes, vous allez sans doute un peu moins rigoler. Après, il y a une différence entre moins rigoler et vous menacez de mort. Et invectiver, oui, ça c'est certain. Oui, il y a un hiatus. Il y a un hiatus que j'ai tendance à minimiser. Disons qu'il faut pas banaliser tout ça, mais moi, dès qu'il y a insulte, le propos est tout de suite, la personne est tout de suite disqualifiée, donc j'en tiens pas compte. Ce qui me chiffonnerait plus, mais je dois dire que je reçois pas ce genre de messages, ou alors je les vois pas tous parce que je regarde assez peu pour me protéger aussi. Je dirais quand quelqu'un formule
formule sans invective qu'il a été offensé. Ça, je peux voilà, je trouve qu'on gagnerait beaucoup à ce qu'on dise, voilà, je vous écoute, mais là, vous m'avez offensé. Bon, là, je vois pas très bien en quoi je pourrais offenser les gens, mais c'est sûr que c'est inhérent. De toute façon, tout qui s'exprime sur Twitter reçoit certainement... c'est ça. Moi, c'est un sujet que j'essaie d'interroger ici à Blast. On avait invité Samuel Laurent, le journaliste du Monde, qui avait quitté Twitter, donc finalement qui a mis fin à une forme de liberté d'expression parce que c'était invivable. Je pense aussi, alors c'est pas une humoriste, mais à la journaliste Nadia Dam qui a reçu tellement de menaces de mort, tellement de harcèlement qu'elle en est, elle a dû déménager. Enfin, ça a pris des proportions délirantes. Et je trouve que c'est vraiment un frein à la liberté d'expression et que c'est un travail supplémentaire pour la personne qui subit ça. La menace, la menace est la pire ennemie de la liberté d'expression, c'est sûr. J'ai pas connu un cas aussi grave que celui de Nadia Dam, mais c'est-à-dire que tant que ça se cantonne à Twitter, plutôt que de quitter Twitter, je lis pas les notifications. Voilà. C'est ça que vous faites. Vous n'avez pas quelqu'un qui gère ça pour vous? Non. Je gère mon compte Twitter et je regarde pas les notifications, c'est tout. Parce que je jette pas les réseaux sociaux avec le bébé, l'eau du bain, tout ça. C'est-à-dire que moi, je suis venue aux réseaux sociaux. Je me rappelle, c'est la rédaction de la RTBF à l'époque, où j'étais au service international, qui m'a dit, Charline, tu dois te mettre sur Twitter. J'étais un peu retors et on m'a dit, non, mais tu sais, alors faudrait vérifier, mais il me semble que lorsque Ben Laden a été débusqué, les premiers hélicos, etc., tout ça a émergé sur Twitter avant les dépêches et tout ça. Et donc, c'est là où les rédactions commençaient à se dire, ah, mais Twitter... Et donc, c'est pour des raisons journalistiques d'abord que je suis allée sur Twitter et je garde toujours ce réflexe de regarder Twitter parce que je tombe sur des articles ou des extraits vidéo, voilà, sur lesquels je ne serais pas tombée moi-même. Et c'est-à-dire que il y a un partage, j'ai envie de partager cet article, de le mettre en lumière. Parfois ça vient d'un journal régional que j'ai pas l'occasion de lire ou d'un site internet dont j'ignorais l'existence. Et donc là il y a quand même quelque chose qui est formidable et donc je trie le bon grain de livret et je prends ce qu'il y a à prendre de bon. Et vous mettez de la distance avec... je mets de la distance. Donc je pense qu'il faut pas banaliser. Dès que ça dépasse le cadre de Twitter et que vous commencez à recevoir du courrier, tout ça, il faut commencer à être prudent, à s'inquiéter, etc. Mais il faut pas céder non plus à ce mini-terrorisme du... Autre phrase. Qui sera mini-terrorisme du 140 caractères. Tu vas voir, je vais te faire peur. Moi, je reçois de temps en temps... retourne dans ton pays, va te balader en mini-jupe à Molenbeek. Ouais. En fait, ça me fait rire, ça. Franchement, c'est presque... voilà. Je le prends avec distance. Ouais. Et enfin, pour terminer, est-ce que vous pourriez faire un autre métier? Est-ce que vous avez peut-être le projet un jour d'évoluer différemment? Parce que ça fait plusieurs années que vous faites la même chose maintenant. J'ai connu une crise de vocation quand j'étais journaliste, où je voulais me diriger vers plutôt l'humanitaire, les ONG, etc. Je le faisais par ailleurs, quand j'avais des creux. Il y a une période où j'avais des creux de pige et j'allais régulièrement, par exemple, au Burkina Faso, où je collaborais à une ONG et j'en profitais pour faire des reportages et ramener des reportages. Donc ça pourrait, je dirais peut-être là, je fantasme un peu sur un métier manuel. C'est le confinement, quelque chose où je pourrais écouter la radio en travaillant, écouter de la musique, réfléchir à la vie. Je sais pas si c'est le confinement, mais quelque chose de manuel et qui soit plus intellectuel. Ah ouais. Parce que ça travaille tout le temps. Je pense que c'est comme dans l'humour, il y a une partie de création. Faire rire, il y a forcément un côté créatif. Je pense que j'ai découvert ma part de créativité. Je pense que le journalisme et la créativité peuvent aller ensemble. On nous apprend dans les écoles de journalisme à être tout droit comme ça. Tu parles quand on voit le résultat souvent. Mais je pense que le journalisme et la créativité peuvent parfois faire bon ménage. Mais la créativité implique que vous arrêtez jamais, qu'il y a toujours le petit disque dur qui tourne à l'arrière. Et donc peut-être un métier manuel, ça me plairait. Et vous envisagez pas de faire de la scène? Non, ça m'a jamais vraiment tenté. Non. Ah, c'est fou. Je préfère dire quelque chose de différent tous les matins que de tous les jours dire la même chose, peut-être. Ça, mes copains humoristes, ils vont pas aimer ce que je vais dire.
Mais ce sera sorti de son contexte. Ouais, voilà, c'est ça. On va faire un best-of. Écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Charline Donanecker, Merci d'avoir beaucoup, été avec Salomé. nous. Vous pouvez l'appeler hors contexte, cette émission. Je rappelle que votre essai Auvergne citoyen est disponible aux éditions de Noël. J'espère que cette émission vous a plu et que cela vous a aidé à vous faire votre propre avis sur l'humour politique. J'aimerais terminer sur cette conclusion rédigée par mon invité du jour. Dans un monde où les dirigeants seraient capables de proposer une société plus juste et égalitaire, plus solidaire et ouverte, plus laïque et sans crème fraîche dans les carbonara, alors la satire ne serait plus utile. La meilleure façon de neutraliser les petits soldats de l'humour, qui sont le bras armé de la bien-pensance, c'est de travailler à construire cette société. En attendant Godot, rions sans entrave, tout en respectant chacun les garants de cette liberté. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout, quel humoriste vous voudriez voir dans une prochaine émission sur Blast. Je vous rappelle que Blast est un média indépendant qui ne vit que grâce à son audience. Alors, si vous le pouvez, abonnez-vous ou faites un don sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.